Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouveau live atelier spécial entrepreneur offert. Vous avez tout essayé pour gérer votre stress. Pourquoi ça ne change pas vraiment? Alors, je vais déjà partager ce live dans mon groupe Facebook. On va attendre, je vais attendre un petit peu, alors le temps de voir s'il y a des gens qui se connectent. Il y a toujours un petit décalage entre, Facebook, entre StreamYard et Facebook, donc c'est un petit peu plus long à apparaître sur Facebook, donc je vais attendre quelques instants et après je commencerai l'atelier. Alors, déjà par chance, je n'ai pas trop chaud dans mon bureau, malgré les températures extérieures. On a encore, des températures qui sont largement sous les 20 degrés la nuit, donc ça rafraîchit la maison. Donc tu vas pas me voir complètement en train de transpirer. Là, je vais t'expliquer pourquoi tous les outils que tu as utilisés ne fonctionnent pas par rapport à ton stress. Allez, je vais commencer. Donc, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel atelier. Donc, je suis très heureuse de te retrouver ce soir pour parler d'un sujet que je trouve particulièrement important parce que je pense qu'il concerne beaucoup de femmes entrepreneurs. Et pas que les femmes entrepreneurs, la population générale, j'ai envie de dire. Parce que peut-être tu as déjà essayé plusieurs choses pour gérer ton stress. Peut-être que tu as déjà fait de la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation, de la cohérence cardiaque, du yoga, des exercices de respiration ou différentes approches de développement personnel. Certaines de ces pratiques t'ont peut-être réellement fait du bien. Tu as pu te sentir plus calme après une séance, mieux dormir pendant quelque temps, ressentir un apaisement, avoir l'impression de retrouver de l'espace dans ta tête. Mais pourtant, quelques jours plus tard, ou à la prochaine période intense de ton activité, tu t'es peut-être retrouvé exactement dans le même fonctionnement qu'auparavant. À penser à ton entreprise dès le réveil, à vérifier ton téléphone alors que tu avais décidé de ne pas travailler, à anticiper un problème qui n'est même pas encore arrivé. Bonjour Shadow. À te sentir tendu devant une situation que tu sais pourtant gérer, à culpabiliser parce que tu t'étais promis de ralentir et que tu es encore en train de travailler à 21h. Et là, doudou, une question peut finir par apparaître. Pourquoi est-ce que rien ne fonctionne vraiment sur moi? C'est précisément de cela dont je veux parler avec toi ce soir. Et je voudrais préciser quelque chose dès le début. Mon intention n'est absolument pas de te dire que la sophrologie ne fonctionne pas, que l'hypnose ne fonctionne pas ou que la méditation est inutile. Ce serait faux et beaucoup trop simpliste. La question qui m'intéresse est différente. Pourquoi un outil peut réellement te faire du bien sans forcément modifier ce qui revient régulièrement dans ton quotidien? Pourquoi une pratique t'aide-t-elle énormément à un moment de ta vie alors qu'à un autre moment, tu n'arrives même plus à la faire? Pourquoi une personne adore méditer alors qu'une autre ressent encore plus d'inconfort lorsqu'elle essaie de rester immobile? Et surtout, qu'est-ce que le système nerveux vient faire là-dedans? Et c'est ce que nous allons voir ensemble pendant cet atelier. Et on fait un petit coucou à Shadow qui nous a rejoints. Aujourd'hui, tu vas comprendre dans cet atelier beaucoup de choses. Mon objectif n'est pas de te donner une nouvelle liste d'exercices.
Je pense que tu as probablement déjà suffisamment d'outils enregistrés quelque part dans ton téléphone, dans des formations, dans des carnets ou dans des vidéos que tu t'étais promis de regarder plus tard. Moi, c'est mon cas. Et ce soir, je veux t'apporter de la compréhension. Parce que je pense que lorsqu'on ne comprend pas son propre fonctionnement, on peut passer des années à essayer de corriger des symptômes sans comprendre ce qui se passe réellement. Nous allons donc voir pourquoi un outil peut te faire du bien sans forcément changer ce qui se répète dans ton quotidien. Nous allons aussi parler d'une chose qui est encore peu connue. Tu ne vis pas toujours le stress de la même manière. Quand on parle de stress, on imagine souvent une personne agitée qui court partout, qui parle vite et qui n'arrive pas à se poser. Mais le stress peut prendre des formes très différentes. Une femme peut être dans l'accélération, une autre peut se sentir complètement vidée, une autre encore peut continuer à travailler, répondre à ses clientes ou clients, sourire et sembler parfaitement efficace alors qu'intérieurement elle se sent épuisée. C'est pour cela que nous allons parler des différents états du système nerveux selon la théorie polyvagale. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi l'état dans lequel tu te trouves change complètement la manière d'aborder ce que tu vis. Et j'aimerais commencer par quelque chose de très concret. Parmi toutes les pratiques affichées sur cette slide, combien as-tu déjà essayé? En as-tu déjà essayé, pardon? La sophrologie, l'hypnose, la méditation, la cohérence cardiaque, la respiration, le yoga, le développement personnel, peut-être une seule, peut-être 3, peut-être presque toutes. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce parcours. Généralement, nous essayons une pratique parce que nous voulons résoudre un problème précis. Nous sommes stressés, alors nous cherchons comment réduire le stress. Nous dormons mal, alors nous cherchons comment mieux dormir. Nous n'arrivons pas à déconnecter, alors nous cherchons comment calmer le mental. Nous nous sentons anxieuses, alors nous cherchons comment nous apaiser. La démarche est logique. Et parfois, l'outil rapporte réellement un mieux-être. Le problème arrive lorsque, malgré tout ce que nous avons essayé, nous constatons que certaines réactions continuent à revenir. Tu peux avoir appris à respirer lentement et continuer à te réveiller avec ta liste de tâches dans la tête. Tu peux avoir fait plusieurs séances d'hypnose et continuer à ressentir une forte pression avant chaque lancement. Tu peux méditer régulièrement et malgré tout ne pas réussir à t'arrêter de travailler lorsque ton activité traverse une période plus intense. Cela ne veut pas dire que ces pratiques n'ont servi à rien. C'est vraiment important pour moi que tu comprennes cela. Une pratique peut avoir eu un effet réel, mais peut-être que nous lui demandons parfois de résoudre quelque chose qu'elle ne peut pas résoudre seule. Et c'est là que commence le véritable sujet de cet atelier. Et le paradoxe de tout ça, c'est qu'une pratique peut réellement te faire du bien sans modifier ce qui te ramène régulièrement au même fonctionnement. Et je vais prendre un exemple très simple. Tu as une semaine très intense. Tu as beaucoup travaillé, tu as plusieurs décisions à prendre et tu penses que ton corps est tendu. Tu fais une séance qui t'apaise. À la fin, tu te sens mieux. Et ce mieux-être est réel. C'est important de ne pas le minimiser. Mais le lendemain matin, tu ouvres ton téléphone et tu découvres un message d'une cliente. Immédiatement, ton corps se tend. Ton cerveau commence à imaginer ce qu'elle va te demander. Tu réfléchis déjà à la réponse avant même d'avoir lu le message jusqu'au bout. Ton fonctionnement habituel s'est réactivé.
Est-ce que cela signifie que la séance de la veille n'a pas fonctionné? Pas du tout. Elle t'a peut-être réellement permis de t'apaiser. Mais la nuance, elle n'a pas nécessairement modifié la stratégie de protection qui serait active dans certaines situations. Et c'est une distinction importante. Parce que lorsque l'on ne fait pas cette distinction, on peut entrer dans une recherche permanente. On essaie quelque chose, cela fait du bien, puis le stress revient, alors on pense que l'outil ne fonctionne plus, on cherche autre chose, puis autre chose. Et quelques années plus tard, on possède une quantité impressionnante de connaissances, mais on ne comprend toujours pas pourquoi certaines réactions reviennent. Et c'est ce que je veux te permettre de regarder différemment ce soir. La question n'est peut-être plus quel nouvel outil dois-je essayer. Je pense qu'à un moment, il peut être utile de changer de question. Au lieu de se demander encore une fois qu'est-ce que je pourrais essayer maintenant, on peut commencer à se demander qu'est-ce qui se passe réellement dans mon système nerveux. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe, tu risques de choisir un outil uniquement à partir du symptôme. Je suis stressée, donc je fais quelque chose pour me calmer. Je suis fatiguée, donc je me repose. Je pense trop, donc j'essaie de faire taire mes pensées. Mais que se passe-t-il derrière ce symptôme? Pourquoi ton système nerveux maintient-il cette mobilisation? Pourquoi te sens-tu obligé d'anticiper? Pourquoi le calme peut-il parfois devenir inconfortable? Pourquoi peux-tu être épuisé et pourtant incapable de ralentir? Ce sont ces questions qui deviennent intéressantes. Parce que ton stress n'est pas séparé de ton fonctionnement. Il ne tombe pas du ciel à 9 heures le lundi matin pour disparaître après une séance de relaxation le vendredi. Il s'inscrit dans une manière de réagir, d'anticiper, de te protéger et de t'adapter. Et c'est cette partie que nous allons commencer à regarder maintenant. On nous apprend énormément de choses sur les émotions, à les identifier, à les accueillir, à les exprimer, à les gérer. Mais combien d'entre vous savent réellement reconnaître l'état dans lequel se trouve leur système nerveux? C'est une question différente. Tu peux savoir que tu es en colère sans comprendre ce qui se passe dans ton système nerveux. Tu peux savoir que tu es triste sans comprendre pourquoi tu n'as plus d'énergie. Tu peux savoir que tu es anxieuse sans comprendre pourquoi certaines pratiques censées te calmer t'agacent encore davantage. Selon la théorie polyvagale, notre système nerveux autonome adopte différentes stratégies en fonction de la manière dont il perçoit notre environnement. C'est la neuroception. Et j'insiste sur un point. Nous ne parlons pas uniquement de dangers réels et évidents. Notre système nerveux collecte en permanence des informations dans notre environnement, dans nos relations, dans notre corps. Il évalue constamment ce qu'il se passe. Et cette évaluation influence ensuite notre état. C'est un peu comme si tu avais des paraboles, des petites paraboles un peu partout sur ton corps, enfin partout sur ton corps, et qui sont là pour vérifier comment ça se passe, si tu es en sécurité ou pas. Et c'est pour cela qu'une même personne, que deux entrepreneurs vivant la même chose ne vont pas les vivre de la même façon. Parce que la neuroception, en fait, elle joue aussi en fonction de ton propre vécu. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc, c'est là, nous allons entrer dans le cœur de l'atelier. Parce que pour comprendre pourquoi les outils ne produisent pas toujours les mêmes effets, il faut d'abord comprendre que nous ne sommes pas toujours dans le même état.
Et ça, c'est vraiment une notion très importante à comprendre et surtout à retenir. Alors, quel est le rôle de ton système nerveux? Il a un rôle de protection. Il observe, il évalue, il adapte ton fonctionnement. Et cela se produit en grande partie sans que tu aies besoin d'y penser consciemment. Ton système nerveux ne te demande pas le matin: Claudie, est-ce que tu souhaites être en hypervigilance aujourd'hui? Non, non, non. Évidemment que non. Il adapte son fonctionnement en fonction de ce qu'il perçoit. C'est pour ça que l'on peut savoir mentalement que tout va bien et continuer à ressentir de la tension. Tu peux être chez toi dans un environnement calme, sans danger immédiat, et pourtant sentir que ton corps ne relâche jamais complètement. Tu peux avoir terminé ta journée de travail et continuer à penser à ce que tu as oublié. Tu peux être en vacances et commencer à anticiper ton retour. Ton mental sait que tu es en vacances, mais ton système nerveux peut continuer à fonctionner depuis la vigilance. C'est précisément pour cela que la phrase «Calme-toi» fonctionne réellement. Si se calmer était une simple décision mentale, nous le ferions toutes dès que nous en avons besoin. Mais le système nerveux ne fonctionne pas sur un ordre. Et pour comprendre ça, nous allons maintenant regarder les différents grands états dont parle la théorie polyvagale. Donc, selon la théorie polyvagale, notre système nerveux autonome peut mobiliser différentes stratégies de protection. Et donc, nous allons maintenant regarder les grands états dont parle cette théorie polyvagale. Et je simplifie volontairement certaines notions pour que tu puisses comprendre le fonctionnement général sans entrer dans un cours de neurophysiologie. Ce n'est absolument pas l'objectif de cet atelier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton système nerveux ne fonctionne pas toujours de la même manière. Tu peux te sentir présente, disponible, curieuse, capable de réfléchir et d'entrer en relation. À un autre moment, tu peux te sentir accélérée, tendue, impatiente, avoir besoin d'agir immédiatement ou de tout contrôler. Et à un autre moment encore, tu peux te sentir épuisée, sans élan, avec l'impression que la moindre tâche te demande un effort considérable. Selon la théorie polyvagale, nous pouvons notamment parler de 3 grandes familles d'états: l'état ventral, l'état sympathique et l'état dorsal. Mais la réalité est plus nuancée qu'un système avec 3 cases dans lequel nous entrerions parfaitement, parce qu'il existe aussi des états mixtes. Et oui, si c'était si simple. Et nous pouvons passer d'un état à un autre au cours d'une même journée. Ça peut se faire plus de 1000 fois par jour, sans même que tu t'en rendes compte. Tu peux commencer ta matinée en te sentant plutôt bien, puis recevoir un mail qui t'inquiète. Alors là, ton corps se mobilise, tu commences à réfléchir très vite, tu imagines plusieurs scénarios, tu cherches immédiatement une solution, et quelques heures plus tard, après avoir mobilisé beaucoup d'énergie, tu peux te sentir complètement vidé. C'est pour cela que je trouve important de sortir de l'idée je suis une personne stressée ou je suis une personne calme. Parce que ton état peut changer, ton fonctionnement peut changer, tes capacités disponibles à un instant donné peuvent également changer. Et cela nous permet de comprendre pourquoi une même pratique ne sera pas forcément vécue de la même manière à chaque moment. Et avant d'aller plus loin sur ce point, nous allons regarder d'abord chacun de ces états un par un. L'état ventral. L'état de la sécurité, parce que lorsque nous parlons de ventral, nous parlons d'un état dans lequel le système nerveux perçoit suffisamment de sécurité. Et je précise bien suffisamment. Parce que se sentir en sécurité ne signifie pas vivre dans un monde parfait où rien de désagréable ne se produit. Et non, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Nous vivons dans une société où le stress est prédominant, où les situations stressantes sont prédominantes. Une entrepreneuse
Une entrepreneur, pardon, en mode ventral peut avoir un problème avec une cliente. Elle peut recevoir un refus, elle peut vivre une mauvaise semaine, elle peut être déçue, elle peut ressentir de la colère ou de la tristesse. La différence se situe dans sa capacité à rester présente à ce qui se passe et à mobiliser ses ressources. Et là, on va prendre une situation concrète. Une cliente lui envoie un message parce qu'elle est mécontente de quelque chose. L'entrepreneur peut ressentir une tension en lisant ce message. Elle peut ne pas être contente, elle peut avoir besoin d'un peu de temps avant de répondre, mais elle reste capable de réfléchir. Elle peut prendre du recul, elle peut demander conseil, elle peut appeler quelqu'un, elle peut chercher une solution sans immédiatement imaginer que toute son entreprise va s'effondrer. Parce que dans cet état, nous avons davantage accès à la curiosité, à la créativité, à la connexion avec les autres, à la capacité de recevoir du soutien. Et je trouve que ce dernier point est particulièrement important chez les entrepreneurs. Parce que beaucoup de femmes pensent que l'autonomie signifie tout faire seule. Or, lorsque nous nous sentons suffisamment en sécurité, nous pouvons plus facilement reconnaître que nous avons besoin d'aide. Et là, donc, nous pouvons déléguer, demander un avis, dire que nous ne savons pas, recevoir un compliment sans immédiatement le minimiser, recevoir de l'aide sans avoir l'impression de devenir une charge pour quelqu'un. L'état mental permet aussi davantage de souplesse. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, on peut ajuster. On ne vit pas chaque changement comme une catastrophe. Dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement précieux parce qu'une entreprise est faite d'imprévus. Une publication ne fonctionne pas. Une personne annule un rendez-vous. Une vente n'aboutit pas. Une stratégie doit être ajustée. Lorsque le système nerveux dispose de suffisamment de sécurité, ces événements restent des événements. Ils ne deviennent pas automatiquement la preuve que tout va mal. Et je précise quelque chose. L'objectif n'est pas de rester en ventral 24 heures sur 24. Hein. Non, non, non. C'est pas réalisable et c'est même pas souhaitable. Parce que nous avons besoin de mobilisation pour agir, pour relever certains défis, pour nous protéger lorsqu'il le faut. La question est plutôt, est-ce que mon système nerveux peut circuler entre différents états et revenir vers davantage de sécurité? Ou est-ce que je reste coincé dans certaines stratégies? Et c'est cette notion qui est extrêmement importante. L'état sympathique, l'état de la mobilisation, c'est probablement l'état que beaucoup de femmes d'entrepreneurs reconnaissent le plus facilement parce qu'il peut être très visible, mais pas toujours. Dans cet état, le système nerveux mobilise de l'énergie. Il faut agir, il faut réagir, anticiper, se défendre, il faut fuir, faire quelque chose. Chez une entrepreneur, cela peut prendre des formes qui sont parfois valorisées par notre société. Travailler beaucoup, répondre rapidement, toujours anticiper, être extrêmement organisé, avoir toujours 3 coups d'avance, ne jamais être prise au dépourvu, être disponible pour tout le monde. On peut regarder cette femme de l'extérieur et se dire qu'elle est incroyablement performante. Et elle l'est peut-être réellement. Je ne dis pas le contraire. Le problème est le coût de cette performance lorsqu'elle repose constamment sur la mobilisation. Un exemple, prenons une journée classique. Elle se réveille et avant même de poser les pieds au sol, elle pense à ce qu'elle doit faire. Sous la douche, elle organise mentalement sa journée. Au petit déjeuner, elle regarde ses messages. Elle répond à une cliente en attendant que son café soit prêt. Elle ouvre son ordinateur avec une liste précise. Puis un imprévu arrive. Elle abandonne ce qu'elle avait prévu et elle gère l'urgence. Puis une autre chose apparaît. Elle enchaîne, elle est efficace. À 18 heures, elle a fait énormément de choses. Mais lorsqu'elle ferme son ordinateur, son système nerveux ne s'arrête pas. Elle pense encore à ce qu'elle aurait dû faire, à ce qu'elle devra faire demain, à la conversation qu'elle aurait pu mieux gérer, à la personne qu'elle doit relancer. Et parfois, elle est fière de fonctionner comme ça. Elle dit, moi, je suis plus efficace sous pression. Peut-être, effectivement. Mais la question est, combien d'énergie ce fonctionnement te coûte-t-il? Parce que la mobilisation de l'état sympathique peut aussi se traduire par de l'impatience,
une difficulté à supporter la lenteur, le besoin de vérifier, la difficulté à déléguer, une tendance à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, le besoin de rester occupé, la difficulté à profiter d'un moment calme sans chercher ce qu'il reste à faire. Et parfois, lorsque cette femme essaie une pratique destinée à l'apaiser, elle se retrouve face à quelque chose d'inconfortable. Elle s'assoit, elle essaie de ne rien faire, et son mental accélère encore. Elle pense à 10 choses, elle regarde l'heure, elle se demande combien de temps il reste. Elle peut même ressortir de cette expérience en se disant: je suis incapable de me détendre. Mais encore une fois, ce jugement ne nous aide pas à comprendre. La question intéressante est: dans quel état se trouve son système nerveux et quelle stratégie de protection est mobilisée? Et c'est très différent. L'état dorsal. Je pense que cette partie est importante parce que beaucoup de personnes associent uniquement le stress à l'agitation. Et pourtant, un système nerveux en difficulté ne se manifeste pas toujours par une personne qui court partout. Il peut aussi se manifester par une baisse importante de l'énergie disponible, à une difficulté à agir, à une sensation de lourdeur, à du brouillard mental, à un retrait, à une impression d'être dépassé avant même d'avoir commencé. Et prenons une entrepreneur qui connaît parfaitement son travail, comme exemple. Elle a une liste de tâches. Elle sait qu'elle doit préparer une publication, répondre à 2 mails, envoyer une proposition. Elle ouvre son ordinateur et elle reste devant. Elle passe d'un onglet à l'autre. Elle lit quelque chose. Elle commence une phrase. Elle s'arrête. Elle regarde son téléphone. 1 heure passe, puis 2. Et à la fin de la journée, elle se sent coupable. Et elle se dit: je n'ai rien fait aujourd'hui. Puis elle cherche une méthode de productivité, un nouvel agenda, une technique pour arrêter de procrastiner. Mais si son système nerveux est dans un état de retrait ou d'effondrement, la question de départ n'est peut-être pas comment devenir plus productive. Tu vois comment le regard change? Parce qu'une femme peut savoir exactement quoi faire, et ne pas avoir accès à ce moment-là à la même énergie, à la même clarté ou aux mêmes capacités qu'à un autre moment. Et cela peut être très déstabilisant. Surtout chez les femmes qui ont longtemps fonctionné dans une grande mobilisation. Elles étaient capables de tout faire, de gérer leur entreprise, leur famille, les imprévus, les clients. Puis un jour, elles ne se reconnaissent plus. Une tâche qui prenait 30 minutes leur demande maintenant 3 heures. Elles lisent plusieurs fois le même mail. Elles repoussent une décision simple. Elles n'ont plus envie de parler à personne. Et comme elles comparent leur fonctionnement actuel à la femme extrêmement active qu'elles étaient avant, elles deviennent très dures avec elles-mêmes. Elles essaient de se pousser, de se motiver, de se forcer. Mais comprendre l'état du système nerveux apporte une autre lecture. Et encore une fois, je ne te donne pas ce soir un diagnostic à poser sur toi-même. L'objectif est de te montrer que derrière le mot stress, il existe des réalités très différentes et que vouloir appliquer exactement la même réponse à toutes ces réalités pose forcément des limites. Et les états mixtes, tu vas me dire. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Parce que dans la réalité, nous ne sommes pas toujours dans un état parfaitement identifiable. Parce qu'il existe des états mixtes. Et je pense que certains entrepreneurs vont particulièrement se reconnaître ici. Tu peux continuer à être très active extérieurement tout en te sentant complètement épuisé intérieurement. Tu continues à travailler, tu honores tes rendez-vous, tu réponds aux clients, tu publies, tu souris. Et les personnes autour de toi peuvent même te dire: oh là là, je ne sais pas comment tu fais tout ça. Et intérieurement, tu penses: moi non plus. Parce que tu n'as plus vraiment d'élan. Tu fonctionnes, tu fais ce qu'il faut faire, tu avances parce que tu dois avancer. Puis dès que tu te retrouves seul, tu t'effondres sur le canapé.
Tu n'as plus envie de parler, plus envie de réfléchir, parfois même plus envie de faire les choses qui te font habituellement plaisir. Et le lendemain matin, tu recommences. Et c'est aussi pour cela que regarder uniquement le comportement extérieur d'une personne ne suffit pas toujours à comprendre son état. Une femme très active n'est pas nécessairement une femme qui va bien. Une femme qui continue à faire fonctionner son entreprise n'est pas nécessairement une femme qui dispose encore de beaucoup de ressources. Et inversement, une personne qui ralentit n'est pas nécessairement dans un état dorsal. C'est pour cela que je ne veux pas que tu sortes de cet atelier en mettant une étiquette sur chaque comportement. L'objectif est de comprendre qu'il existe une complexité et que cette complexité compte lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi un outil t'aide ou ne t'aide pas à un moment précis. Alors, et la méditation me fait beaucoup de bien, puis je n'arrive même plus à méditer. Et je trouve cet exemple particulièrement intéressant parce qu'il montre bien le problème. Une personne peut pratiquer la méditation pendant des mois et dire sincèrement, cela me fait énormément de bien. Puis traverser une période particulière et dire, je n'arrive plus à méditer. Parce qu'elle s'assoit et ressent une agitation importante. Elle ferme les yeux et se sent inconfortable. Elle essaie de rester immobile et n'a qu'une envie, se relever. Ou au contraire, elle s'endort presque immédiatement. Et que fait-elle souvent à ce moment-là? Elle se juge. Elle pense qu'elle a perdu sa capacité à méditer, qu'elle manque de discipline, qu'elle devrait reprendre une routine. Mais si nous revenons à ce que nous venons de voir, une autre question devient possible. Est-ce que la personne qui s'assoit aujourd'hui pour méditer est dans le même état physiologique que celle qui méditait facilement quelques mois plus tôt? Eh bien, pas nécessairement. Et c'est là que nous comprenons que le problème n'est pas toujours l'outil lui-même. Il peut s'agir de la rencontre entre un outil, une personne, un moment et un état du système nerveux. Et c'est beaucoup plus nuancé que cette méthode fonctionne ou cette méthode ne fonctionne pas. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir maintenant. Parce que oui, le même outil ne rencontre pas toujours le même état du système nerveux. Et nous arrivons maintenant à l'idée centrale de cet atelier. Le même outil ne rencontre pas toujours le même état du système nerveux. Et c'est une nuance qui change beaucoup de choses. Parce que tu es toujours la même personne. Tu utilises peut-être exactement la même pratique. Pourtant, ton expérience peut être complètement différente d'un moment à l'autre. Je vais reprendre l'exemple de la méditation parce qu'il est facile à comprendre. À une période de ta vie, tu t'assois, tu fermes les yeux et progressivement, tu sens que ton corps ralentit. Tes pensées sont toujours présentes, bien sûr, mais tu arrives à rester là. Tu ressors de ce moment en te sentant plus calme. Quelques mois plus tard, tu traverses une période beaucoup plus intense dans ton entreprise. Tu as davantage de responsabilités, une décision financière te préoccupe, plusieurs clients ont besoin de toi, tu dors moins bien. Tu essaies de reprendre exactement la même méditation. Et cette fois, au bout de 2 minutes, tu as envie de te lever, tu penses à ton téléphone, à ce message auquel tu n'as pas répondu, à ton chiffre d'affaires, à ce que tu dois faire demain. Et tu conclus que la méditation ne fonctionne plus pour toi. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Ou est-ce que ton système nerveux ne se trouve simplement plus dans le même état qu'auparavant? Et je pourrais prendre comme exemple la sophrologie, l'hypnose, la respiration ou d'autres approches, parce que la question reste la même. Nous avons parfois tendance à évaluer une pratique de manière très binaire. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est une bonne méthode,
Ce n'est pas une bonne méthode. Mais l'être humain est plus complexe que ça. Une technique peut être très intéressante et ne pas répondre à elle seule à tout ce qui se joue dans le fonctionnement d'une personne. Une pratique peut être bénéfique sans être suffisante pour modifier certaines stratégies de protection qui seraient actives depuis toujours. Et surtout, deux femmes qui présentent apparemment le même symptôme ne vivent pas forcément la même chose. Prenons deux entrepreneurs qui disent toutes les deux: je suis épuisée. La première est épuisée parce qu'elle est en mobilisation presque permanente. Elle pense tout le temps, elle anticipe, elle contrôle, elle vérifie. Elle a du mal à s'arrêter. La seconde se sent épuisée, mais son expérience est différente. Elle manque d'élan, elle a du mal à commencer les choses, elle se sent ralentie. Elle regarde sa liste de tâches et se sent dépassée avant même d'avoir commencé. Elles utilisent toutes les deux le même mot: fatigue. Mais est-ce réellement la même expérience? Eh bien non. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de comprendre avant de chercher à corriger. Sinon, nous risquons de choisir un outil uniquement parce qu'il est présenté comme un outil contre le stress ou contre la fatigue, sans comprendre notre fonctionnement personnel. Et c'est aussi pour cette raison que je me méfie des conseils universels. Faites ceci pendant 5 minutes tous les matins et votre système nerveux sera régulé. Le système nerveux humain mérite un peu plus de nuances que ça. Tu ne trouves pas? Parce que nous avons une histoire, des expériences, des stratégies de protection, des déclencheurs différents, des objectifs de survie qui nous sont propres. Et c'est précisément pour cela qu'un outil ne peut pas être considéré indépendamment de la personne qui l'utilise. Et maintenant, je souhaite faire une distinction qui me semble importante. La différence entre ressentir un soulagement et modifier un fonctionnement qui se répète. Parce que les deux ont de la valeur. Et je ne veux surtout pas donner l'impression qu'un soulagement ponctuel ne sert à rien. Parce que lorsque tu es tendu et qu'une pratique te permet de retrouver un moment de calme, ce moment compte. Lorsque tu dors mieux après une séance de méditation, de respiration, ce sommeil compte. Lorsque tu te sens mieux dans ton corps pendant quelques heures ou quelques jours, ce mieux-être est réel. Mais la question est: qu'attends-tu de cet outil? Si tu attends un moment de détente, peut-être qu'il remplit parfaitement son rôle. Si tu attends que des stratégies de protection installées depuis longtemps disparaissent parce que tu fais une pratique de temps en temps, eh bien, tu risques d'être déçu. Et je vais prendre un exemple très concret lié à l'entrepreneuriat. Une femme a beaucoup de mal à déconnecter. Tous les soirs, elle continue à penser à son activité. Elle ferme son ordinateur, mais elle continue à travailler mentalement. Elle imagine ses prochains contenus, elle repense à une conversation, elle vérifie son téléphone, elle anticipe le lendemain. Elle trouve une pratique qui l'aide à s'apaiser avant de dormir. Et c'est positif parce qu'elle se sent mieux. Mais à chaque fois qu'une période plus intense arrive dans son entreprise, son fonctionnement revient. Elle recommence à vérifier, à anticiper, à penser au travail au lit, à se réveiller avec son activité déjà présente dans sa tête. Pourquoi? Peut-être parce que la question n'est pas uniquement comment l'aider à se détendre le soir. Peut-être qu'il faut aussi comprendre pourquoi son système nerveux maintient autant de vigilance autour de son activité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle ne contrôle pas? Que représente pour elle le fait de ralentir? Comment son système nerveux réagit-il à l'incertitude? Que se passe-t-il lorsqu'elle doit attendre une réponse importante? Comment vit-elle le fait de ne pas savoir? Est-ce que tu vois la différence? Nous ne sommes plus seulement en train de chercher comment diminuer un symptôme. Nous essayons de comprendre le fonctionnement qui se trouve derrière. Et c'est précisément là que le travail devient personnel. Parce que deux entrepreneurs peuvent toutes les deux travailler le soir pour des raisons très différentes. Deux femmes peuvent toutes les deux avoir besoin de contrôle, mais ce contrôle ne répond pas forcément aux mêmes stratégies de protection. Deux femmes peuvent toutes les deux procrastiner, mais l'expérience intérieure n'est pas nécessairement la même.
Et c'est pour cela que je pense qu'il faut être prudente avec les solutions toutes faites. Le soulagement a sa place, les pratiques ont leur place, mais comprendre ce qui se répète demande d'aller regarder plus précisément le fonctionnement de la personne. Alors, qu'est-ce qui manque souvent lorsque nous avons accumulé beaucoup d'outils? Eh bien, tout d'abord, la compréhension de notre propre fonctionnement. Et je ne parle pas d'une compréhension intellectuelle générale. Tu peux lire 10 livres sur le système nerveux et continuer à ne pas reconnaître ce qui se passe chez toi dans certaines situations. Et c'est quelque chose que je trouve très important dans mon travail. Parce que comprendre la théorie est une chose. Reconnaître ce qui se passe réellement lorsque tu reçois un message qui t'inquiète, lorsque tu dois prendre une décision financière, lorsque tu attends la réponse d'une cliente ou lorsque ton activité ralentit en est une autre. Il faut aussi apprendre à reconnaître ces stratégies de protection. Chez, chez certaines femmes, cela va passer par l'action permanente, chez d'autres, par le contrôle, chez d'autres encore par l'évitement. Et parfois, une même personne utilise différentes stratégies selon les situations. C'est aussi pour ça que l'on ne peut pas simplement regarder un comportement et tirer une conclusion immédiate. Prenons la procrastination. Une femme peut repousser une tâche parce qu'elle a peur du regard des autres, une autre parce qu'elle se sent dépassée, une autre parce que l'enjeu lui paraît trop important, une autre parce qu'elle n'a plus suffisamment d'énergie disponible. Le comportement extérieur se ressemble. Le fonctionnement derrière peut être très différent. Ensuite, il faut comprendre ce qui maintient le système nerveux en vigilance. Parce que parfois, nous essayons de calmer le système nerveux sans regarder ce qui le remet en alerte chaque jour. Imagine que tu essaies d'éponger de l'eau sur le sol sans chercher d'où vient la fuite. Tu peux être très efficace pour éponger. Tu peux avoir une excellente serpillière, mais moi j'ai envie de dire ouais-sing. Mais si l'eau continue à arriver, tu devras recommencer encore et encore et encore et encore. Et je trouve que cette image représente assez bien ce que vivent certaines femmes. Elles sont devenues très douées pour gérer les conséquences de leur stress. Elles savent quoi faire quand la tension devient trop forte. Elles savent reconnaître qu'elles ont besoin de repos. Elles ont appris plusieurs pratiques. Mais elles ne savent pas toujours ce qui maintient leur système nerveux dans cette vigilance. Et c'est cette compréhension qui manque souvent. Alors là, je vais revenir au titre de cet atelier. Vous avez tout essayé pour gérer votre stress? Pourquoi ça ne change pas vraiment? Eh bien, simplement, peut-être parce que le problème n'a jamais été le nombre d'outils que tu possèdes. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une 15e technique. Peut-être que tu as besoin de comprendre pourquoi ton système nerveux continue à mobiliser certaines stratégies de protection. Et je veux vraiment être précise ici, hein. Cela ne signifie pas que les outils sont inutiles, je le répète, et je me répète volontairement parce que je ne veux pas que mon message soit mal compris. Cela signifie qu'un outil prend son sens dans une compréhension plus large du fonctionnement de la personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui savent déjà énormément de choses. Elles peuvent t'expliquer le stress, elles connaissent les effets du cortisol, elles savent que la respiration influence l'état physiologique, elles connaissent la méditation, elles ont lu des livres sur les traumatismes. Et pourtant, dans leur quotidien, elles continuent à vivre dans une pression importante. Pourquoi? Parce que savoir n'est pas toujours suffisant pour modifier un fonctionnement. Et je pense que nous avons vu exactement la même chose en entrepreneuriat. Une entrepreneur peut savoir qu'elle doit ralentir et continuer à travailler le dimanche. Elle peut savoir qu'elle doit déléguer et continuer à tout vérifier elle-même. Elle peut savoir qu'elle devrait fermer son ordinateur à 18 heures et le rouvrir à 21 heures parce qu'une idée lui est venue.
Elle ne manque pas d'informations, mais la question devient alors qu'est-ce qui rend ces comportements nécessaires pour son système nerveux? Et là, nous entrons dans un travail différent, un travail qui demande de la compréhension, de l'observation, une progression. Et selon les besoins de la personne, cette progression peut se faire de différentes manières. Et c'est justement ce que je veux vous présenter maintenant. À ce stade de l'atelier, vous vous demandez peut-être, mais d'accord, je comprends mieux pourquoi accumuler les outils ne suffit pas toujours, mais qu'est-ce que je fais de cette compréhension? Dans mon univers, j'ai choisi de proposer deux chemins différents parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Le premier chemin, c'est Harmonie Sacrée, mon programme en ligne. Il s'adresse à la femme qui veut apprendre, comprendre, explorer et pratiquer à son rythme. C'est une formation qui lui permet d'avancer dans un cadre structuré avec des contenus et des pratiques qu'elle peut intégrer progressivement. Elle ne reçoit pas simplement une liste d'outils trouvés au hasard sur Internet, elle avance dans un parcours construit. Et c'est important pour moi parce que nous venons justement de voir les limites de l'accumulation. Le deuxième chemin, c'est retrouve ton pouvoir. Et là, nous sommes dans un accompagnement individuel sur 4 mois. Pendant 4 mois, je travaille directement avec la personne sur son propre fonctionnement. Nous ne parlons plus du système nerveux en général, nous parlons de son système nerveux, de ses réactions, de ses stratégies de protection, de ce qui se passe dans son quotidien d'entrepreneur, de la manière dont elle vit ses décisions, ses périodes de visibilité, ses ventes, ses temps de repos, son rapport au contrôle ou à la pression. Et l'accompagnement ne repose pas uniquement sur la théorie polyvagale. J'y associe également mes soins énergétiques parce que mon approche s'est construite à partir de plusieurs dimensions de mon parcours. Ces deux propositions ne répondent donc pas exactement aux mêmes besoins. Et je pense qu'il est important de te demander ce dont tu as réellement besoin aujourd'hui. Quelle voie correspond à ton besoin actuel? Si tu aimes avancer de manière autonome, découvrir des contenus, pratiquer à ton rythme et explorer progressivement, Harmonie Sacrée peut correspondre à ton besoin. Parce que tu disposes d'un cadre, mais tu avances toi-même dans ce cadre. Si en revanche, tu as le sentiment d'avoir beaucoup déjà cherché seul, que tu comprends beaucoup de choses intellectuellement, mais que tu reviens toujours au même fonctionnement, l'accompagnement individuel, retrouve ton pouvoir, répond à un autre besoin. Celui de ne plus être seul face à ce qui se répète, parce qu'il existe une limite à l'auto-observation. Nous avons toutes nos angles morts. Nous pouvons parfois analyser pendant des mois un comportement sans voir ce qui se joue réellement derrière. Et dans Retrouve ton pouvoir, mon rôle n'est pas de te donner une réponse toute faite. C'est de t'accompagner dans la compréhension de ton fonctionnement personnel et dans un travail adapté à ce qui se présente pour toi. Je pense que la vraie question n'est donc pas quelle offre est la meilleure. La question est de quoi as-tu besoin aujourd'hui? As-tu envie d'apprendre et d'explorer à ton rythme? Ou sens-tu que tu ne veux plus chercher seul et que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé? Ces deux besoins sont différents et les deux sont légitimes. Et nous arrivons à la fin de cet atelier. J'espère qu'il t'aura permis de comprendre pourquoi je ne crois pas à la course permanente au prochain outil. Encore une fois, les outils ont leur place. La sophrologie peut avoir sa place, l'hypnose peut avoir sa place, la méditation peut avoir sa place, les pratiques de respiration peuvent avoir leur place. La question n'est pas de savoir laquelle est la meilleure. La question est de comprendre la personne qui utilise l'outil, l'état dans lequel elle se trouve et ce qui se répète dans son fonctionnement. Si tu souhaites découvrir Harmonie Sacrée et comprendre comment la formation peut te permettre d'avancer à ton rythme, tu peux m'envoyer simplement le mot harmonie en message privé. Si tu sens que tu ne veux plus chercher seul, que tu as déjà essayé beaucoup de choses et que tu souhaites être accompagné individuellement, tu peux m'envoyer Retrouve ton pouvoir en message privé. Et nous prendrons le temps d'échanger pour comprendre ce que tu vis actuellement et voir si mon accompagnement correspond réellement à ton besoin. Et avant de terminer, j'aimerais te poser une dernière question. Après tout ce que nous avons vu ce soir,
Est-ce que tu regardes différemment les outils que tu as déjà essayés? Peut-être que la prochaine étape n'est pas forcément de chercher encore quelque chose de nouveau. Peut-être qu'elle consiste d'abord à comprendre ce qui se passe réellement dans ton système nerveux et pourquoi certaines stratégies de protection continuent à revenir. Merci d'avoir été présente pendant cet atelier, que ce soit en live ou en replay. Si tu le regardes en replay, n'hésite pas à mettre hashtag replay et à poser tes questions sous la vidéo. Et si tu connais une entrepreneur qui a déjà essayé beaucoup de choses pour gérer son stress et qui se demande pourquoi elle revient toujours aux mêmes difficultés, tu peux lui partager le replay. Parce que cela lui permettra peut-être, elle aussi, de regarder ce qu'elle vit d'une manière différente. Et si tu as des questions, tu peux bien sûr me les poser maintenant. Hop. Et voilà, je me remets visible. Je vais regarder s'il y a des questions. Je vais attendre quelques instants. Et je répète, si tu es en regarde en replay, tu peux également poser tes questions sous la vidéo. Alors, bon, pas de questions. C'est que j'ai été assez claire. Alors surtout, n'oublie pas, si tu veux des renseignements sur Harmonie Sacrée, tu envoies Harmonie en message privé. Et si c'est pour l'accompagnement Retrouve ton pouvoir, tu m'envoies Retrouve ton pouvoir en message privé. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée et on se retrouve bientôt dans un prochain atelier spécial entrepreneur. À bientôt.